Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, et l'actu est assez chargée en ce moment. Aujourd'hui, alors on a eu la sortie des Ryzen 7000 hier, du coup on a pu voir un petit peu ce qui s'était passé au niveau des tests, au niveau des performances, au niveau du comportement de ces nouveaux processeurs d'AMD. Il y a quand même pas mal de choses à dire. On a aussi eu aujourd'hui les annonces d'Intel du côté GPU, mais aussi du côté processeur avec la 13e génération. Et on va regarder un petit peu tout ça, allons-y, c'est parti. Alors en ce qui concerne les Ryzen 7000, pour l'instant hein, je ne peux pas vous proposer de test puisque je n'ai pas de Ryzen 7000 sous la main et encore moins de carte mère. J'ai commandé un processeur aujourd'hui. Au niveau des cartes mères, j'attends que les prix baissent tout simplement, hein, puisque pour l'instant je trouve que c'est beaucoup trop cher, hein, puisqu'on a eu que les cartes mères haut de gamme qui sont sorties. Mais bon, ça va venir plus tard. Du coup, au niveau des performances, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez les tests des confrères, et ici il y a un test que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est celui de chez Computerbase, les Allemands. Hein. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa ici, c'est qu'ils ont testé le 7950X et le 7700X avec différents niveaux de consommation, et on voit qu'il y a quand même des choses assez importantes et questionnantes par la même occasion. Ce que l'on note direct, c'est qu'au niveau des performances ici en single thread, les 7950X ou les 7700X, au final, c'est quasiment la même chose, il n'y a pas vraiment de grosse différence, puisque entre le 7700X, même à balle, et le 7950X à fond, il y a 2% en single thread, ce qui paraît plutôt logique au final. Et par rapport à ce que propose Intel, eh bien on voit ici qu'on est plus ou moins au niveau du 12900KS, qui est lui aussi légèrement plus élevé que le 12900K classique. Ensuite, on a aussi des résultats en multithreading, et en multithreading, c'est intéressant, puisqu'on voit ici par exemple que le 7950X, c'est très clairement le nouveau roi des performances en multithreading pour l'instant. On verra bien évidemment ce que ça donnera une fois qu'Intel arrivera avec sa génération 13 en face, ici, de ce 7950X. Et ce que je trouve intéressant ici aussi, c'est que quand on compare les performances du 5950X, qui consomme 142 watts environ, par rapport au 7950X à 142 watts, donc le mode Eco de ce nouveau Ryzen, eh bien le 7950X reste 31% plus performant que le 5950. Donc à consommation égale, c'est quand même un joli gain de performance d'une génération à l'autre. Et ce qui me paraît encore plus intéressant ici, eh bien c'est que quand on met le 7950X à 65 watts, eh bien il a des performances similaires au i9 12900KS à 241 watts, ce qui est quand même assez monstrueux. Du coup, au niveau de l'efficacité énergétique, ce 7950X, quand on bloque sa consommation, c'est quand même plutôt impressionnant. Le 7700X, c'est un petit peu la même histoire. On voit que dans l'ensemble, en multithreading, ça se rapproche quand même énormément d'un 5900X, qui a quand même 4 corps de plus sur la génération précédente. Donc pour un 8 corps 16 threads, c'est quand même impressionnant. On voit qu'il fait plus ou moins jeu égal avec le 12700K, qui lui aussi est un 8 corps, 8 gros corps, plus 4 petits corps. Donc encore une fois, pour un 8 corps 16 threads en multithreading, c'est quand même plutôt pas mal. Et quand on baisse la consommation de ce 7700X, eh bien on voit qu'à 88 watts, on perd seulement 4% de performance, c'est-à-dire quasiment rien. Et à 65 watts, c'est 9% de performance, encore une fois. Au final, c'est pas une grosse perte de performance, malgré la baisse de consommation. Donc, au niveau applicatif, dans l'ensemble, le gap générationnel entre les Ryzen 5000 et les Ryzen 7000 est quand même bien là. Les performances sont quand même un bon cran au-dessus dans la plupart des applications. Par contre, on va voir qu'en gaming, c'est quand même beaucoup moins impressionnant. Donc, on est toujours chez Computerbase, et ici c'est un test en 720p. Alors, je sais que pour beaucoup, les tests en 720p, c'est pas vraiment représentatif d'un usage réel. On est d'accord là-dessus. Par contre, comme on est en train d'essayer de tester le processeur et de voir ses performances par rapport à la concurrence, tester en 720p, voire même inférieur pour certaines personnes, ça permet de marquer vraiment la différence de la puissance du processeur en jeu, puisque sinon, on a aussi une grosse influence qui est du côté du GPU. Donc pour limiter au maximum le bottleneck du GPU, eh bien on teste les processeurs dans des résolutions inférieures. Après, bien évidemment, dans la réalité, dans les utilisations plus classiques en 1080p et supérieures, l'impact est forcément beaucoup moins important. Mais bref, dans l'ensemble de ce qui ressort ici, eh bien c'est que le 7950X et le 7700X, déjà au niveau des performances dans l'ensemble, c'est quasiment la même chose. Par contre, dans le test de chez Computerbase, on voit que le 5800X3D garde un petit peu d'avance. On voit aussi que le 12900KS reste très légèrement devant,
et le 12900K un petit cran derrière. Ce qui veut dire aussi que dans l'ensemble, ces processeurs-là sont quasiment tous au même niveau de performance. Par contre, quand on voit les performances du 5950X par rapport au 7950X, eh bien on voit qu'on a quand même une progression d'environ 20% de performance, ce qui d'une génération à l'autre, en jeu, c'est pas si mal que ça. Après, bien évidemment, en 1080p et supérieur, on sera plus de l'ordre du 10-15% dans le meilleur des cas. Alors après, on est d'accord, c'est beaucoup moins impressionnant qu'en applicatif, mais ça reste un gain générationnel plutôt correct, voire même plutôt très bon. Bref, dans l'ensemble, au niveau performance, c'est quand même plutôt pas mal. En réalité, c'est quand même très rare qu'on ait un gain de performance aussi important d'une génération à l'autre de processeurs. Je sais qu'il y en a certains qui feront peut-être la fine bouche, mais même 20% en gaming d'une génération à l'autre, c'est quand même pas mal. Par contre, en applicatif, il n'y a vraiment rien à redire, les performances sont quand même largement au-dessus de la génération 5000, tout en sachant qu'en plus, au niveau de l'efficacité énergétique, on peut avoir des choses relativement correctes en limitant la consommation à des niveaux plus acceptables que les réglages de base. On passe maintenant côté consommation chez Computer Base, et bien ce qu'on observe, c'est qu'en gaming, la consommation des processeurs, de manière générale, est beaucoup moins importante qu'en applicatif, puisque quand on fait un encodage par exemple, tous les corps tournent à fond de balle, du coup ça consomme et chauffe énormément. Par contre, quand on joue, on n'utilise qu'une partie du processeur, du coup la consommation est forcément beaucoup moins grande. Ce qui fait que même le 12900KS par exemple, qui est très énergivore de manière générale, ici au niveau de la conso, ça tourne aux alentours des 168-181 watts, ce qui est certes encore plutôt élevé, mais c'est pas non plus la même chose que quand on l'utilise en applicatif, où là on est largement au-dessus. Du coup ici, le 7950X en gaming, on voit qu'au niveau de la conso, c'est relativement proche du 5950X, à savoir entre 118 et 123 watts, là où le 5950X était 113-119 watts. Pour le 5800X3D, 75 watts environ on va dire, et le 7700X, c'est relativement la même chose, ça doit donner environ 75 watts de moyenne. Au niveau de la consommation maintenant, ce qu'on observe, c'est que oui, on a une belle augmentation de la consommation entre la génération 5000 et la génération 7000, puisque par exemple, entre le 5950X et le 7950X, alors en dehors du TDP, en consommation réelle à fond de balle, on passe de 142 à 230 watts, donc une augmentation de 62%, ce qui est quand même assez conséquent d'une génération à l'autre. Et c'est encore plus marqué sur le 5600X par exemple, puisqu'on passe de 76 watts à 142 watts, soit une augmentation de 87%. Donc on peut quand même se poser la question, était-ce vraiment nécessaire d'essayer de gratter le moindre pourcent de performance en plus au prix d'une consommation démesurée, alors qu'au final on perdait que quelques pourcents? Personnellement, que ce soit chez Intel ou chez AMD, je suis quand même plutôt perplexe sur cette course à la consommation pour essayer de grappiller le moindre pourcentage de perf en plus, pour dire de garder la couronne des performances. Donc bref, cette bataille de zizi, encore une fois, c'est complètement ridicule, et clairement, je pense qu'il y a tout intérêt à limiter la consommation à la main dans le BIOS pour avoir quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Par contre, et c'est quelque chose qu'AMD avait dit à demi-mot pendant sa présentation, c'est que très clairement, à un niveau de consommation plutôt bas, ces nouveaux Ryzen gardent des performances vraiment très très bonnes, ce qui veut dire aussi qu'en utilisation par exemple sur des PC portables, cette nouvelle génération de Ryzen devrait être particulièrement efficace. Alors on passe maintenant du côté de la température, et ça a fait beaucoup parler depuis la sortie des tests, puisque oui, comme on le voit ici, ces nouveaux Ryzen sont prévus pour aller fonctionner jusque 95 degrés. Et c'est pas de la surchauffe ou quoi que ce soit, à 95 degrés, il n'y a apparemment pas de throttling ou quoi que ce soit, c'est le fonctionnement normal maintenant pour AMD sur ces nouveaux Ryzen. Ils sont censés aller taper les 95 degrés en charge, et pour eux ça pose pas de problème pour la durée de vie de la puce ou pour une utilisation en H24, 7 jours sur 7, ça peut tourner à 95 degrés sans problème. Après, personnellement, ça me pose d'autres questions, principalement du côté du refroidissement. Puisque bon, même si AMD nous indique que c'est ok, que tout va bien à 95 degrés, pas de problème, par contre, au niveau du système de refroidissement, est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours le laisser tourner à fond de balle et d'avoir un bruit absolument monstrueux dans sa pièce? Personnellement, c'est pas le genre de truc qui m'enchante. Et ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est que quand on limite la consommation de ces nouveaux processeurs, on retombe à des valeurs beaucoup plus raisonnables, puisqu'à 142 watts, le 7950X au final n'est plus qu'à 74 degrés, ce qui est déjà relativement élevé, on est d'accord,
mais c'est plus semblable à ce qu'on a connu sur les générations précédentes. Ce qu'on observe aussi, c'est que par rapport à la génération précédente, à consommation égale, ça chauffe plus que les Ryzen 5000, ce qui est plutôt normal, hein, puisqu'au final ce sont des nouvelles puces qui sont plus denses, donc la chaleur se concentre plus sur une surface plus petite, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile à refroidir, et les températures sont un petit peu plus élevées. Quelque part, hein, c'est un petit peu le revers de la médaille d'avoir gardé une compatibilité totale avec la M4 pour les refroidissements. Ça aurait peut-être été plus simple d'avoir des puces peut-être un petit peu plus grandes, à l'instar de ce qu'a fait Intel avec son socket 1700. Ce qui est mis en avant ici aussi dans ce test, eh bien, c'est qu'ils ont testé avec un ventirad et un water cooling. Alors le NHD15 de Noctua, hein, c'est un très gros ventirad, un des meilleurs. Et ils ont testé ça en face avec un MSI Mag Core Liquid en 360, donc c'est quand même un gros water cooling, peut-être pas le meilleur, hein, mais de taille tout à fait raisonnable. Et bien de ce qu'on observe, hein, c'est qu'au niveau des températures, ça change pas énormément, et au niveau des fréquences, il n'y a pas non plus énorme à voir. Et au final, au niveau des performances, ça change quasiment rien. Avec le 7700X, c'est pareil, quasiment aucun changement, quelques mégahertz de plus pour le water cooling. Et c'est un petit peu ce qui ressort, je pense, hein. C'est que bon, sur ces nouveaux processeurs, avoir le meilleur refroidissement possible, c'est forcément bénéfique, mais vous n'allez pas non plus gagner énormément en performance. Donc c'est vrai qu'à première vue, hein, quand on voit les 95 degrés dans toutes les reviews, c'est plutôt surprenant. Après, si c'est le nouveau fonctionnement pour AMD, bon, pourquoi pas. Après, moi je demande de voir à l'usage, hein, est-ce que ça pose problème ou pas. Est-ce que sur la longueur ce sera vraiment un problème? On verra bien. Alors en ce qui concerne les tarifs en Europe, et donc du coup aussi en France, sur la boutique AMD, on peut se procurer tous les processeurs, et au niveau des tarifs, évidemment, hein, c'est plus élevé que le MSRP en dollars, ce qui fait qu'on retrouve le 7600X à 372 €, le 7700X à 496 €, le 7900X à 682 €, donc 83, et le 7950X à 869 €, ce qui est quand même relativement cher pour la plupart de ces processeurs, et très clairement, je trouve, hein, que le 7600X et le 7700X sont trop chers, ils devraient coûter moins que ça. Et en ce qui concerne les boutiques où on trouve les meilleurs prix, et bien paradoxalement, hein, c'est sur Amazon que ça se passe, ce qui est peut-être un petit peu triste, puisque chez Rue du Commerce, c'est un petit peu plus cher, et chez LDLC, là on est encore un niveau au-dessus, donc les meilleurs tarifs, pour l'instant, ceux qui collent le plus à la boutique AMD, ça se passe chez Amazon, où là, hein, le 7600X est à 370 balles, le 7700X est à 500 €, par contre, plus tôt dans la journée, il était à 399 €, ce qui je pense était une erreur de prix, hein, puisque du coup il avait disparu et il est revenu plus tard à un tarif plus élevé, ceux qui ont pu en profiter, d'ailleurs j'en ai pris un à ce moment-là, c'était plutôt un bon deal du coup, puisque c'était seulement 30 balles plus cher que le 7600X. Le 7900X, 690 €, et le 7950X, 870 €. Bon, c'est quand même des tarifs très élevés dans l'ensemble. Par contre, au niveau de la plateforme, évidemment, les cartes mères, alors déjà, il n'y en a pas eu beaucoup en vente, hein. Il y en a eu un petit peu sur Amazon, quelques-unes chez LDLC, chez Rue du Commerce, il n'y en a même pas, et chez Discount non plus d'ailleurs. On n'a vraiment pas beaucoup de choix, et les tarifs sont vraiment super élevés, puisque ça commence à 330 balles, je crois, pour la moins chère. Je sais même pas si elle a été disponible ou commandable, j'ai pas vu. 330 balles pour la moins chère des cartes, c'est clairement abusé. Alors après, bien évidemment, hein, il y a aussi un effet d'opportunisme de la part des fabricants de cartes mères, hein, pour essayer de vendre le matos le plus cher possible au lancement, puisqu'ils savent bien qu'il y a des gens qui vont les acheter. Ça risque de se calmer très vite, et du coup on risque aussi de voir une baisse des prix assez rapide, d'autant plus, hein, que le B650 doit arriver au mois d'octobre, et ça devrait forcément amener les prix à baisser au niveau des cartes mères. Bref, une fois qu'on a vu tout ça, je pense qu'on ne peut être que relativement mitigé. Certes, les performances en applicatif sont largement au-dessus de la génération précédente, par contre, le tarif de la plateforme, il l'est aussi. Et en ce qui concerne les joueurs, il n'y a pas grand intérêt, hein, de partir sur cette nouvelle plateforme AM5 pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. Le performance prix, ça reste l'AM4 d'entrée de gamme, hein. Le Ryzen 5600 sur une petite carte mère en AM4, ça fait largement le taf, ça coûte vraiment pas très cher, et on peut s'en sortir pour moins de 250 balles, et je crois que même pour 300 €, on peut faire un combo Ryzen 5600, carte mère AM4 et RAM,
c'est moins cher que le 7600X tout seul. Et si on veut partir sur du Intel, c'est pareil, hein. On prend un 12100F si on est vraiment limité côté budget, ou un 12400 si on a un petit peu plus de moyens, une carte mère potable en B660, et on a un combo, encore une fois, moins cher qu'un processeur tout seul chez AMD. Il y a clairement un truc qui va pas. Alors après, bien évidemment, je ne serais pas du tout surpris de voir débarquer des processeurs non X avec une consommation réduite, puisque comme on vient de le voir, il y a clairement de la marge, et on n'y perdrait pas grand chose au niveau des performances. Donc attendez-vous à voir du 7600 à 65 watts, du 7700 à 65 watts aussi très probablement, et au final vous aurez quasiment les mêmes performances. Après j'espère que les prix seront beaucoup plus agressifs. Alors après on l'a pas trop abordé, mais ce qu'on a vu dans les tests, eh bien, c'est qu'en gaming, ces nouveaux Ryzen sont au final relativement proches du 5800X3D, ça dépend énormément des jeux. Mais bon, si on veut un processeur de ce type-là et ne pas avoir à changer de plateforme complètement, au final, si on réussit à trouver un 5800X3D à un tarif plutôt correct, ça reste une alternative tout à fait viable à ce 7600X ou même au 7700X. Sans compter que l'on sait également que le 7000X3D devrait débarquer début 2023, on ne sait pas encore exactement quand, mais ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Donc en réalité, il y a tout intérêt à attendre ces futurs 7000 X3D si on est vraiment un gros joueur et qu'on veut les meilleures performances possibles, puisqu'on devrait avoir, si c'est un peu similaire à la génération précédente, environ 20% de perf en plus. D'ici là, le tarif des cartes mères sera forcément bien moindre, puisqu'il y aura le B650 qui sera sorti, la demande dans l'ensemble se sera calmée, et en plus de ça, la DDR5 sera moins coûteuse également à ce moment-là, très probablement. Donc, début 2023, ce sera certainement beaucoup plus intéressant de faire une plateforme AM5 que ça ne l'est actuellement. Donc bref, pour moi, pour ce lancement, les seuls qui pourraient être intéressés vraiment par cette nouvelle plateforme de chez AMD, c'est principalement les pros ou les semi-pros, parce qu'ils bossent avec, tout simplement, sinon pour les joueurs, il n'y a quasiment aucun intérêt à partir sur ces nouveaux processeurs pour l'instant. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a aussi eu l'annonce d'Intel de la 13e génération, on a aussi eu les MSRP des différents prix pour les différents processeurs, et ils nous ont aussi parlé un petit peu de Arc, donc voyons voir ce qui s'est passé. Donc Intel nous a annoncé sa 13e génération, on a aussi eu les tarifs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même beaucoup plus agressif que les Ryzen 7000. Puisque par exemple, le 13900K, c'est 589$, là où le 7950X, c'est 700$ à peu près, ce qui est quand même une différence significative. Le 13900K se rapproche plus en prix du 7900X. Déjà rien que là, d'emblée, on a un petit peu de mal à voir comment AMD va pouvoir justifier les tarifs actuels, d'autant plus que la plateforme dans son ensemble chez Intel, eh bien on peut s'en tirer pour beaucoup moins cher. Mais bon, reste aussi à voir les performances du 13900K en applicatif principalement par rapport au 7950X, puisque pour le gaming, de toute façon, les deux processeurs n'ont pas beaucoup de sens. Généralement, c'est beaucoup plus intelligent d'acheter des processeurs un petit peu moins chers. En ce qui concerne le 13700K, eh bien c'est 409$, là où le 7900X, c'est 549$. Encore une fois, au niveau tarifaire, il y a quand même une sacrée différence. Et en ce qui concerne le 13600K, c'est 319$, soit à peine plus cher que le 7600X. Et c'est sans compter sur le 13600KF à 294$, soit moins cher que le 7600X. Et je pense qu'au niveau applicatif, le 13600KF fera beaucoup mieux que le 7600X pour un tarif au final similaire. Après, très clairement, les prix sont beaucoup moins élevés que ce que l'on attendait pour cette nouvelle génération chez Intel, puisqu'on avait tous entendu dire que les tarifs des processeurs Intel allaient augmenter. Et bien ici, en réalité, c'est pas vraiment une énorme hausse par rapport à la génération précédente. Puisque dans l'ensemble, les tarifs sont les mêmes que sur la génération 12, il n'y a que le 13600K qui a subi une petite augmentation, puisqu'à l'époque, le 12600K était prévu à 289$, ici on est passé à 319$, c'est pas non plus une augmentation absolument délirante. Au niveau des performances en multithreading, Intel nous annonce environ 41% d'amélioration, ce qui est plutôt conséquent. Après c'était un up to, donc c'est le meilleur des cas ici, il faudra voir ce que ça donne en moyenne, mais si on reprend un petit peu les performances du 7950X tout à l'heure,
ben, je pense que dans l'ensemble, hein, ça devrait être quand même très serré. Intel annonce également 15% d'amélioration en single thread, up to encore une fois, hein, donc ça veut dire que la plupart du temps, c'est très certainement en dessous, là c'est le meilleur des cas. Et les performances en gaming, eh bien comme on le voit, hein, la plupart du temps, faudra pas s'attendre à une grosse amélioration, hein, puisqu'en dehors de certains jeux, comme League of Legends par exemple, la plupart du temps, hein, le gain se situera plus entre 0 et 10%, avec quelquefois certains jeux qui vont jusque 20. Donc bref, si vous êtes déjà sur la génération 12, hein, en réalité il n'y a pas énormément de raisons de vouloir passer sur cette génération 13, au final hein, le gain en gaming est plutôt modéré. On a aussi eu d'autres slides où Intel compare le 13900K au 5950X, bon alors évidemment hein, le 12900K était déjà devant, on se doute bien qu'ici le 13900K sera devant aussi, et ils ont très probablement choisi les cas les plus extrêmes, et encore une fois, bon, maintenant il y a aussi la nouvelle génération chez AMD qui est sortie, hein, donc la comparaison ici est quand même un petit peu dure. D'autant plus hein, qu'ils se sont bien gardés de pas vraiment montrer les performances du X3D, hein, qui sont ces petits traits là au-dessus, puisque c'était peut-être un petit peu plus embarrassant, puisqu'il arrive quand même très proche, encore une fois, du 12900K où il est parfois devant, et même par rapport au 13900K, il est quand même pas très loin. Et sur les 1% low, encore une fois, Intel compare le 5950X au 13900K. Étrangement, le X3D a disparu, et le 12900K aussi. Bon, graphique marketing. Alors, dans l'ensemble, hein, je suis quand même plutôt content de cette annonce d'Intel, principalement du côté tarifaire, hein, puisque bon, pas d'augmentation des tarifs, à part sur le 13600K. Ça fait un petit peu mal, hein, puisque c'était probablement un des processeurs les plus intéressants de la gamme précédente, mais la montée de prix n'est pas non plus absolument délirante. Donc personnellement, hein, je pense qu'ils sont restés très raisonnables, et c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, hein, la gamme 7000 de chez AMD paraît quand même un petit peu en difficulté, d'autant plus que la plateforme dans son ensemble chez Intel est beaucoup moins chère, hein, puisque bon, on peut utiliser les cartes mères qui sont déjà sur le marché, elles ont fortement baissé de prix. On peut avoir du Z690 de très bonne qualité à l'heure actuelle, hein, pour un tarif bien plus intéressant que n'importe quelle carte mère d'AMD qui sont sorties ces derniers jours et qui sont complètement hors de prix. Donc vraiment, hein, bravo à Intel sur ce coup-là, hein, je pense vraiment qu'AMD va devoir réagir et proposer des processeurs plus intéressants au niveau tarifaire, puisque là, il y a clairement un truc qui va pas. Alors Intel nous a aussi annoncé une date de sortie pour Arc Alchemist, hein, la première génération de GPU d'Intel, et on espère qu'il y en aura d'autres ensuite également. Hein. Et donc la 770 doit sortir le 12 octobre à un tarif de 329 $. Alors Intel dans sa présentation a insisté sur le fait que sa carte aurait des performances comprises entre la 3060 et la 3060 Ti. Et au niveau du MSRP, eh bien 330 balles, hein, c'est le MSRP de la 3060. Ça semble relativement cohérent. Surtout que bon, les 3060, hein, on les a jamais vraiment vus à 330 balles. Par contre moi, le gros problème que j'ai avec les GPU Arc d'Intel, eh bien c'est que les performances, c'est très souvent en dents de scie. Alors il y a des jeux où les performances sont vraiment très bonnes, et il y en a d'autres où c'est très clairement la catastrophe, comme on l'a vu avec les tests de la 380. Donc bon, j'espère que pour la 770, ça se passe un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, hein, quand même, si vous avez envie d'acheter un GPU Intel, il faut bien avoir conscience que vous êtes du coup un petit peu un bêta-testeur, et que vous allez payer pour être un bêta-testeur. Si vous vous plaignez des drivers AMD, je pense qu'ici vous allez pouvoir pleurer encore beaucoup plus. Intel a encore énormément de boulot à faire. Du coup, payer 330 balles, ce qui fait qu'en France, on se retrouvera très certainement pas loin des 400 €, pour avoir un produit qui parfois vous donne des performances similaires à une 3060 Ti, qui de toute façon coûte environ 400 €, c'est quand même un petit peu compliqué. Après, Intel a aussi beaucoup mis en avant ses performances en ray tracing qui sont soi-disant bien meilleures que la concurrence. On voit qu'au final, hein, ça fait quand même assez souvent jeu égal avec une 3060, et la 3060, hein, c'est pas spécialement un foudre de guerre en ray tracing également, donc bon, là c'est quand même la carte la plus puissante d'Intel, c'est du niveau d'une 3060, hein. C'est quand même pas incroyable, même en ray tracing et en rasterisation, du coup, ben, on demande à voir, hein, étrangement, ils en parlent pas beaucoup. Donc bref, dans l'ensemble, hein, je suis quand même très content que les GPU Intel arrivent enfin, même s'ils arrivent quand même beaucoup trop tard. Et c'est vrai que de les lancer le même jour que la sortie de la 4090, c'est quand même plutôt ballsy. Alors après, évidemment, on sait qu'il y a des problèmes, hein, du côté des GPU Intel, par exemple, si vous avez une carte mère qui n'a pas le resizable bar, et un processeur qui n'a pas le resizable bar,
les performances sont quand même assez atroces. Donc déjà là, comme ça, hein, ça limite quand même le nombre d'utilisateurs assez grandement. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont acheter du Intel Arc en se disant que ça va bien fonctionner sur leur ancienne machine et se retrouver avec quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas bien du tout. Au niveau tarifaire, 330 $, ça paraît relativement cohérent. Après moi, le problème, encore une fois, c'est qu'à mon avis, hein, les performances dans certains jeux, on sera peut-être proche d'une 3060 Ti, et dans d'autres, on sera très clairement au niveau de la 3060, et parfois même, hein, je pense qu'on sera encore largement en dessous. Donc bon, si vous voulez un GPU sans prise de tête, ben, ce sera difficilement du côté de chez Intel qu'il faudra se tourner. Intel a aussi parlé de la consommation, ils ont annoncé 225 watts pour la 770, pour des performances comprises entre la 3060 et la 3060 Ti, ben c'est quand même pas incroyable non plus, hein. Le perf par watt est pas incroyable, puisque bon, la 3060 c'est 170 watts de conso, la 3060 Ti c'est 200 watts de conso. Au final, ici, on est au-dessus. L'autre gros point mis en avant par Intel, hein, c'est aussi son encodeur. Alors certes, l'EV1, hein, c'est le prochain gros standard pour l'encodage sur Internet. Après, le gros problème, hein, c'est que pour l'instant, par exemple, sur Twitch, on peut pas streamer en EV1. On sait pas quand ça arrivera non plus. Et il y a de fortes chances également hein, que ce soit présent sur toute la nouvelle gamme de chez Nvidia, et très probablement de chez AMD aussi. Donc l'avantage de l'encodeur, il risque de pas durer bien longtemps. Le gros problème, encore une fois, hein, c'est d'arriver aussi tard. Du coup, l'avantage, il est plus aussi avantageux qu'il ne l'aurait été il y a 6 mois, 1 an. Malgré tout, je suis quand même hyper curieux de voir ce que ça va donner, hein, ces cartes de chez Intel au niveau des performances, que ce soit la 770 ou la 750, dont on n'a pas entendu grand chose aujourd'hui. Il y a aussi quelques doutes hein, sur le tarif des 330 $, si ce sera la version 16 Go ou 8 Go, on sait pas trop pour l'instant. On attendra d'en savoir plus, mais bref, hein, ça arrive maintenant dans plus très longtemps. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, et c'est déjà une vidéo assez longue je pense, donc on va arrêter ici. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, bisous à la prochaine, salut!